Fait que ce que je propose pour l'après-midi, c'est de voir quand même assez rapidement le prolongement de la saison sur la ferme chez nous, la lutte aux ravageurs. Après ça, on fait une plénière. On fait là. Après ça, on revient, finir la journée ensemble. Je présenterai des photos pour les paniers, les marchés, les outils, des trucs plus informels, discussions. Donc, prolongement de la saison. Donc là, si vous avez suivi le fil de l'histoire, depuis le début, le concept, c'est que sur une petite surface, on arrive à produire beaucoup. Et là, moi, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de vous expliquer comment on y arrive. Donc, il y a eu l'idée du non-travail du sol avec les planches permanentes. Il y a eu une intensification avec les avantages que ça a au niveau de l'optimisation de beaucoup de travaux qu'on fait, au niveau du couvre-sol plus bénéfique, non seulement pour diminuer le désavantage, mais si vous avez lu la note que j'avais écrite, on l'a lu ensemble, on l'a lu, pour toute la ligne dans le sol. Après ça, on est allé voir comment est-ce que finalement, en planifiant des successions, on est capable de produire plus qu'une culture sur une même planche. Puis la dernière étape, c'est peut-être la plus importante, c'est que oui, on est capable en saison d'optimiser, mais aussi on est capable de rallonger les saisons tant au printemps qu'à l'automne pour se donner plus de latitude. Là, au Québec, nous, tu sais, hier, ça vous surprenait beaucoup qu'on arrête pendant l'hiver. Quand il fait moins de 30, là, je veux dire, c'est un peu ridicule l'idée de faire l'agriculture quand il fait moins 30, puis il y a 2 mètres de neige dehors. Je pense que tout le monde comprend que les maraîchers ne peuvent pas opérer. Fait, cela dit, au printemps, la neige à fond au mois de mars, puis nous autres, c'est la course. Il faut rapidement pouvoir rentrer puis faire ce qu'on a à faire, puis on est capable d'étirer la saison jusqu'à Noël facilement si on veut. Fait que la première chose pour nous, c'est certainement pas un secret ici, c'est les couvertures flottantes. Wow, ça change absolument tout. Si on n'avait pas les couvertures flottantes, les voiles thermiques, c'est la même chose là, pour moi, on n'y arriverait pas. Absolument révolutionnaire ce que ça apporte, ça. Puis encore une fois, si vous n'avez jamais travaillé avec ça, ça fait toute la différence du monde. Non seulement ça permet, c'est ça, les voiles thermiques, les autres, ils laissent passer l'eau, ils rajoutent des degrés chaleur au sol, ils empêchent le vent de rentrer, les insectes aussi. Fait que ce qui en résulte, c'est une qualité de production vraiment extraordinaire. Quand on voit quelque chose qui a poussé en dessous d'un voile thermique, puis quelque chose qui a poussé sans le voile, la qualité de la production est au moins le double. Plus belle, plus grosse, plus vert, etc., etc. Fait que nous autres, au printemps, on fonctionne beaucoup avec ça. Puis, on utilise du P19. Donc, qui est un... Chez nous, il y a du P17, il y a du P19, il y a du P22 aussi. Plus le tissu est épais, moins il laisse passer de lumière. Donc là, c'est de trouver le compromis entre tout ça. Au Québec, nous, au printemps, on a beaucoup de lumière. Donc, mais on a du froid. Fait que, il faut un peu tempérer cette question-là. On les tient au sol en les enterrant principalement. C'est la raison pour laquelle on n'emmerve pas nos allées. Parce que moi, j'en connais d'autres maraîchers qui travaillent en planche permanente, mécanisée, puis les allées, c'est du trèfle, ce qui semblerait tout à fait logique, le trèfle, mettre de l'azote au sol, etc. Mais ça t'empêche d'utiliser la terre quand tu en as besoin. Puis moi, c'est bien pratique pour moi. Parce que l'alternative, c'est d'utiliser des sacs de roche comme ça, des sacs de sable. Ça, c'est traité UV. Donc aussi, si vous trouvez des sacs comme ça vient d'Europe. C'est sûr que ça se trouve. La tâche ici, nous autres, on appelle ça un tie wrap. Tu une idée, la tâche aussi, il faut qu'elle soit traitée UV. Sinon, quand tu prends le sac, ça fait 2 mois qu'il est au soleil. Ça a tendance à vouloir s'ouvrir. Fait que si j'enterrais pas, là, j'aurais besoin là, de, je sais pas moi, 2-3 000 sacs de roches que je serais en train de gérer à tout bout de champ. Amener une place, amener une autre place, c'est beaucoup trop. Fait que pour moi, de pouvoir enterrer, ça demeure une priorité. Et pour aller travailler sur tes cultures, alors à chaque fois, tu dois enlever toute la terre, enlever ton voile et aller voir comment ça se porte. Hein. Ben, ouais. Donc, tu as raison qu'à la limite, tu pourrais dire, ben, enlever des sacs, ça va plus vite. Mais quand tu les installes, les sacs, c'est long aussi. Enlever la terre, c'est pas très long, tu fais juste lever comme ça, puis
Ben, c'est beaucoup de gestion, là. Ça, on ne se trompe pas, mais en même temps, pour les bénéfices que ça te donne, ça vaut le coup. Et donc, par exemple, quand tu mets des voiles comme ça, tu vas avoir tes cultures tous les combien de temps tu vas pas les voir tous les jours, j'imagine. Bon, ce qui arrive, là, c'est quand tu mets la culture comme ça, tu les perds de vue. Ouais. Tu as tendance à les négliger. Okay? C'est ça qui arrive. Loin des yeux, loin du cœur. Je ne sais pas si vous dites ça ici. C'est la même chose avec les légumes. Donc, il faut s'assurer que quand tu les couvres, tout est en place pour que ce soit correct, idéalement. Puis tu peux te mettre une note d'aller vérifier aux semaines ou aux 2 semaines. Mais de toute façon, chez nous, il y a tellement de vent qu'à tous les 2 jours ou 3 jours, il faut que j'aille refaire les ancrages. Parce que ça se défait. Puis il y a une année, ça c'est vraiment la partie agaçante du métier chez nous, là, c'est le vent au printemps, c'est incroyable. Donc, tu fais tout bien, hein, on a parti les semis, tout était parfait, on les a acclimatés, on a bien arrosé nos planches, on a tout préparé nos planches comme il faut, on transplante, on met les vaches, tout est beau. Là. Puis là, le vent arrive, puis tu défais tout, puis là, tu es dans le vent, mon Dieu, là. Fait une année, j'ai même essayé de les enterrer, là, je les avais enterrés presque 20 cm de creux avec la bonne terre. Il n'était pas question que les ancrages se défassent, puis finalement, ça a déchiré. Et ça m'a appris qu'il n'y a rien à faire. Tu les enterres, puis quand ils vendent, tu repasses, puis tu les enterres. Fait qu'on a différents arceaux. On en a des plus petits, j'en ai parlé hier en métal, pour les cultures qui sont plus basses. Puis on a aussi des arceaux qui sont plus hauts pour certaines cultures qui vont pousser en hauteur. Les courgettes, par exemple, les brocolis, c'en est d'autres. Encore là, c'est du matériel qu'on trouve là, à la quincaillerie. Par exemple, plus tes arceaux sont hauts, plus ça fait un volume d'air, plus ça devient chaud. Donc là, on pourrait penser que c'est une bonne chose, mais il peut venir qu'à faire trop chaud aussi. Pendant plusieurs saisons, nous autres, on avait à chaque année des problèmes avec nos courgettes, justement. On les voit, ils sont enrobés avec de l'argile pour aider. Puis le plus gros problème qu'on avait avec les courgettes, c'est qu'ils se font attaquer par un insecte qui s'appelle la chrysomèle rayée du concombre. Je ne sais pas si ici vous avez ça. Vous n'avez pas ça? Oh mon Dieu, c'est chanceux. C'est un insecte redoutable qui vient vraiment défolier complètement les plantes courgettes. Donc, la solution pour ça, c'est de mettre un voile. Donc là, l'insecte ne peut pas se rendre au plant. Donc, c'est ça qu'on faisait. Mais il arrivait souvent qu'il faisait trop chaud quand le soleil sortait. Puis là, les plants avaient tendance à faner. Puis il y en avait même qui mouraient parce qu'il faisait trop chaud, donc il y avait un choc thermique. Donc là, pendant un temps, on se disait, oui, ça serait bien de pouvoir les ouvrir. C'est comme ouvrir le voile thermique. Mais là, quand tu fais ça, la chrysomèle avance. Puis là, bon, on n'a pas trouvé la solution avant que finalement on décide de dire on va mettre un filet anti-insecte et un voile thermique, comme ça s'il fait trop chaud, on enlève le voile puis la culture est quand même protégée. Voilà pour ça. Et tu ne pouvais pas diminuer justement ton volume d'air Ben non, parce que le plant, lui, à un moment donné, là, il va quasiment prendre toute la place. Fait que si tu mets ça trop bas, ben là, à un moment donné, le plant lui pousse. Oui, mais une fois qu'il a pris sa place, il n'y a plus de problème avec la chrysomèle, ça début, non? Quand même. Parce que lui, il transmet un virus qui passe de plant en plant et qui fait fondre les bactéries. Pour avoir cette hauteur-là, ton arceau, il fait combien alors? Je ne sais pas. Plus ou moins. Tu le vois là. Puis c'est une hauteur aléatoire. Ça peut te figurer à peu près, tu penses que... Ça a l'air tellement haut en plus. Ouais, ils sont quand même assez hauts. Mais puis tu vois, quand je les ai installés en quinconce, ils sont au 3 mètres, puis au mètre et demi dans l'autre planche, comme ça tu en utilises moins. Bon, ils arrivent à la hauteur de tes hanches ou... Non, mais c'est Mais ça a l'air d'être tellement haut comme ça, c'est pour Ouais, ça. c'est pour... Ouais, c'est un mètre. Bon, ben, on voit bien, oui. Je vous parlais aussi d'être capable d'enjamber les planches, là. C'est un autre exemple. Souvent, j'essaie de décrire des choses puis de dire c'est une bonne idée de faire comme ça, puis j'ai pas tous les exemples dans le quotidien, comment ça peut être utile. De pouvoir enjamber les planches, je vous le dis, c'est bien quand même. On voit la photo du papier qui a changé. On a fait un deuxième étage. Donc, sur la photo ici, parce que là, on est dans le prolongement de la saison, puis un des gros avantages pour nous, c'est d'arriver très tôt en saison avec les légumes. Début juin, là, on veut avoir une offre complète sur notre kiosque. Sur la photo ici,
il y a deux éléments fondamentaux qui font en sorte que j'ai un avantage compétitif sur tous mes amis maraîchers qui sont mécanisés. C'est pas la vache-ci, c'est pas la serre. Là, tu peux rentrer au champ avec le motoculteur. Le motoculteur, là, il est léger. Puis, l'autre élément, c'est... On en a parlé hier tout à Le l'heure. planche, c'est ça, ça Planche permanente. Ça, c'est mes voisins qui ont hâte de rentrer au champ. Ils calent le tracteur dans la boue. Je ne sais pas si ça vous entend. Ici, je ne sais pas si on a le même jargon, mais entendre j'ai hâte de rentrer dans mon champ, aller faire mes travaux. T'sais, moi, je ne sais pas c'est quoi ça, rentrer dans mon champ, parce que ça m'arrivera jamais. J'exagère un peu. C'est un gros spécimen, ça. Mais quand même, tu sais. Lui, il a hâte de rentrer au champ pour aller faire ses labos. Mais tu sais, moi, ma terre est déjà prête. J'ai pas besoin de ça. Mon motoculteur, il pèse 2 fois rien. Fait que ça compte. Moi, je pense que si vous voulez viser le marché des primeurs, c'est une bien bonne stratégie aussi d'avoir des planches permanentes. Mais en fait, j'en connais pas des bonnes raisons de ne pas adopter le système de planches permanentes. Et ça, je vous ai martelé ça assez hier. OK, planche permanente, motoculteur, couverture flottante. Déjà là, ça va. On peut aussi utiliser des arceaux qui sont en métal. Parce qu'à date, ce que j'ai montré, c'était soit de la broche, c'est léger, c'est pas cher, ou du plastique, ça non plus c'est léger, c'est pas cher. Mais on peut vouloir avoir des tunnels plus résistants. Donc ça, c'est du conduit électrique, c'est là-dedans qu'on passe, les électriciens utilisent ça pour faire du filage, dans les granges surtout. Puis on peut les plier avec un plieur comme ça. Puis on peut en venir qu'à faire des mini-tunnels. Donc on met un polythène par-dessus. Puis l'avantage que ça a, c'est que ça donne des structures qui peuvent être beaucoup plus rigides. Dans le cas d'une tempête de neige, vous autres n'avez pas cette réalité-là ici, mais c'est la différence entre ça et ça. Les arceaux qui sont solides. Fait au printemps, chez nous, ça peut être avantageux, comme à l'automne, tardivement. Mais quand tu commences à faire des mini-tunnels comme ça, là, c'est exactement comme amener une serre, mais tu l'amènes au jardin où tu veux. Ça, c'est génial. Vraiment, là? Vraiment génial. Les vieux plastiques de serre ou tunnel, on peut les couper, s'en servir, et voilà. Après ça, on peut, quand il commence à faire trop chaud, on peut les rouler ici, puis venir les visser pour avoir plus d'aération. Puis là, on peut avoir des cultures qui sont comme dans un tunnel, mais qui sont au champ, où on veut. Ça, c'est super. Ces photos-là. Donc ça, c'est une photo pour rallonger la saison à l'automne. Souvent, on va être rendu au mois de décembre, puis dans des mini-tunnels, on est capable de récolter tardivement. Ça résiste à la neige. Donc, si on s'intéresse, prolongement de la saison, absolument, quand je fais une présentation, on est toujours dans un climat où c'est de la neige, mais ce n'est pas le cas, mais il faut s'assurer que le premier arceau est solide. C'est lui qui donne du corps à toute la chose. Si le premier et le dernier bougent, bien, tout le reste comme veut s'en aller. Fait qu'on va ancrer les premiers comme ça, et où on va mettre un arceau comme ça, puis un arceau comme ça. Avez-vous compris celle-là? Fait que là, l'arceau qui est comme ça, lui, il donne du corps, puis il permet de garder la voile thermique ou le polythène bien en place. Donc, on a les voiles thermiques, on a les mini-tunnels, puis aussi on a les tunnels chenilles. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la même chose, mais version plus haute, plus grande. Puis on appelle ça un tunnel chenille parce que ça ressemble à une chenille. Puis ce que c'est, en gros, c'est des gros arceaux de plastique. Puis on a pris des rods à béton. C'est comme ça qu'on appelle ça ici? On les a coupés, on les a enterrés en partie. On a laissé environ 30 cm sortir. Puis là, tu viens glisser l'arceau dedans, c'est tout. Fait que là, les arceaux, ils sont reliés par le pignon par une corde. Puis la corde, elle, c'est un nœud qui est barré. Donc, la corde, elle vient parce que là, au bout, puis à l'autre bout, tu lui donnes une tension.
elle vient donner toute la rigidité à la structure. La structure ne peut plus bouger comme ça. Tu glisses le polythène par-dessus. Là, il y a des cordes qui viennent entre chaque arceau pour faire ce qu'on a vu ici. Puis, essentiellement, tu viens de te créer un tunnel. La différence, c'est que ça prend une demi-journée pour le déplacer puis le remonter ailleurs. Fait que le gros avantage avec le tunnel chenille, c'est que moi, mettons, là, je suis au mois de fin mars, mi-mars, je peux le mettre là, préparer mes semis de carottes, mes semis en sol, mes semis de radis, etc. Après ça, quand arrive le mois de fin mai, début juin, ces cultures-là, ils n'ont plus besoin d'être sous une protection. Donc là, je déplace le tunnel, je vais le mettre par-dessus mes tomates, qui, eux, sont bien contents de ne pas avoir de la pluie qui tombe sur leur feuillage, bénéficient d'un peu plus de chaleur pendant l'été. À l'automne, je peux faire mon semis ailleurs, je peux faire mon semis d'épinards. Puis là, quand le mois de novembre arrive, puis que là, les épinards seraient contents d'avoir plus de couverture, je redéplace mon tunnel une 3e fois, puis je viens le mettre sur ça. Fait que mon tunnel, il a servi à 3 reprises, à 3 endroits différents. Ça, pour moi, c'est vraiment génial. D'ailleurs, quand nous, on veut vraiment forcer les choses au printemps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le polythène du tunnel chenille, on va le mettre au sol, puis on va réchauffer le sol dès le début du mois de mars. On va le laisser là 3 semaines. Après ça, c'est incroyable ce que ça fait. Là. Si tu n'as pas fait l'expérience de mettre un polythène au sol, c'est fou. Là. Ça chauffe, c'est incroyable. Après ça, on va mettre le polythène. Là, le sol est chaud. Là, je vais faire un semis très précoce. Puis là, je vais mettre une couverture flottante par-dessus. Ça me permet de faire des semis de carottes vraiment rapidement, puis d'être le premier au marché avec des carottes. Quand je suis le premier au marché avec les légumes, qu'est-ce qui arrive? Bien, j'y vends toutes, puis je fidélise le client, parce que les clients, ils veulent tous ces légumes-là tôt en saison. Fait que là, c'est moi qui deviens le pusher principal. C'est un mot que je ne connaissais pas. Mais voilà. Fait que là, le tunnel, il vient sur les tomates pendant l'été. Ça, c'est des tomates ancestrales, on en parlait hier. On en utilise aussi. Puis, c'est pour faire des tomates au champ. Donc, ça ressemble à ça. On se rendait compte qu'on avait des super belles tomates au printemps. Puis, en début d'été. Puis là, quand mon voisin Fias qui arrivait avec ses tomates de champ, oups, nos belles tomates étaient soudainement moins intéressantes. Fait que là, depuis 2 ans, on a repris ce créneau-là aussi. Fait qu'on fait de la tomate de serre puis de la tomate de champ comme ça. Puis là, les gens sont prêts à payer un peu plus parce que c'est des variétés ancestrales. Parce qu'on leur impose un prix un petit peu plus élevé. Ils ne choisissent pas, mais c'est comme ça. Fait que le tunnel chenille, pour tenir le plastique pendant l'été, c'est juste un simple crochet comme ça, qui est attaché avec une clip. Puis là, quand tu veux fermer, tu fais juste le tourner comme ça, tu le rentres dans l'intérieur. Puis là, ça te descend. Simple, c'est simple. C'est simple, mais ça fait toute la différence du monde. Un tunnel comme ça, ça nous a coûté chez nous 1400 $ pour une longueur de 30 mètres par 3-4 mètres. Pour, ce qui n'est pas cher. Quand tu penses que tu peux l'utiliser 3 fois pour 3 cultures, qui en bénéficient, là, c'est... Et la hauteur sous les arceaux? C'est pas mal. Taille humaine moyenne. Jean-Martin. Oui, elle marche sur la plate-bande. Oui. Oui. Dans les bouquins d'Eliot Coleman, on voit tous ces types de systèmes, mais placés sur des rails. Sur de rails pour pouvoir les déplacer. J'imagine qu'il rejoint cet objectif-là. Ça fait 20 ans qu'ils poussent ces idées-là d'avoir des serres amovibles sur rail. Moi, depuis le début que j'ai vu ça, ça m'a pris 15 secondes pour me dire pourquoi, quand on peut juste les déplacer. Pourquoi je voudrais avoir une serre qui roule? Quand même, il y a beaucoup de technicité impliquée là-dedans. Moi, je ne vois pas encore le bénéfice.
Mais bon, peut-être aux yeux de d'autres, ça va être différent. Dans le livre d'Eliot Coleman, je l'ai montré, il en parle beaucoup de ça, des serres amovibles qui roulent. Ben, en termes d'objectifs, vous poursuivez la même chose. Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus simple? Ah oui, non, mais là, C'est ça, C'est plus polyvalent. Donc, quand tu es avec une serre amovible, en fait, ta serre, elle, est limitée à ta surface qui, elle, va aller d'une à l'autre Fait que, mettons que tu as une planche de, je sais pas moi, 60 mètres, que tu divises en 3. Ton tunnel, il va pouvoir faire 3 fois, couvrir 3 cultures différentes. Comme ça le fait. Sauf que ça, je peux décider que c'est n'importe où dans mon jardin. Ça n'a pas besoin d'être les 3. Ça, pour moi, ça me rajoute de la flexibilité avec ma rotation des cultures. Et voilà pour ça. Moi, j'ai des amis qui ont plié eux-mêmes leurs tuyaux comme ça, en métal. Ça se fait. C'est exactement le même principe que ça. Mais imaginez qu'on en fait un grand. Là. Fait qu'ils ont cloué du bois, des morceaux de bois comme ça, en rond, sur une grande table. Puis ils sont venus, puis ils ont plié le tuyau. Puis et voilà. Ces gens-là, ces mêmes amis-là, après ça, ils ont fait une journée de démonstration pour montrer ce qu'ils avaient fait. Puis là, c'est là qu'un manufacturier de tunnel est venu, puis il a vu ça, puis il a dit, je vais vous faire la même affaire, mais mieux, puis moins cher. Puis ça a donné les tunnels qu'on utilise aujourd'hui, que tout le monde dans le réseau des arrachés les ont achetés. Donc, ça, c'est un bel exemple d'innovation qui peut se traduire par les petits outils qui sont développés ou des équipements qui sont adaptés à nos besoins. Donc là vous n'avez pas dû les pincer, Non, là, c'est lui qui les a pliés. Ouais. C'est une plieuse industrielle, ça. OK, ça va pour ça? C'est pas des abris 4 saisons, par exemple. Ça, c'est le côté un peu moins fun. C'est que s'il y a une grosse tempête de neige ou une tempête de grêle, ça peut arriver quelque chose comme ça. Donc, c'est les limitations de la chose. On est conscient. C'est une bonne idée aussi d'orienter le tunnel pour qu'il soit à contresens du vent dominant. C'est-à-dire perpendiculaire. C'est-à-dire que si le vent dominant vient comme ça, tu ne veux pas mettre ton tunnel sur la longueur comme ça, tu veux le mettre comme ça. Comme ça, il y a moins de surface qui est exposée au vent dominant. Genre de détail qu'il faut penser. Si on veut aller dans quelque chose de 4 saisons, là, nous autres, on a des tunnels. Puis la différence entre un tunnel et une serre là, dans le jargon, c'est habituellement qu'un tunnel, c'est pas chauffé. Puis habituellement, c'est pas avec une double paroi. Donc une double paroi, c'est 2 polythènes avec une soufflerie qui vient rajouter du corps puis un isolant, comme je l'ai expliqué tantôt. Au Québec, ça ne vaut pas la peine de ne pas mettre une double paroi parce que sinon la neige a pu s'accumuler entre chaque arceau. Ça vaut toujours la peine de mettre 2 plastiques. Ça, c'est une photo de notre tunnel. Puis des abris comme ça, pour les voitures, il n'y a pas une maison dans les banlieues à Montréal, au Québec, qui n'ont pas ça. Tout le monde a ça. Fait que moi, j'imagine un jour qu'il va y avoir une révolution agricole, puis là, les gens ils vont prendre leur abri d'auto, ils vont l'aller dans le jardin pour l'été. Mais les éléments sont là. Les circonstances ne sont pas favorables encore. Mais la photo est là pour dire aux gens qui peuvent récupérer ces abris-là, à la place d'acheter des tunnels neufs, il y en a là, des tonnes et des tonnes et des tonnes à vendre pas cher. Ça fait des excellents tunnels. Donc, dans nos tunnels, nous, ce qu'on vise à faire, c'est forcer les choses assez tôt en saison. Donc, on va avoir des concombres qu'on vise pour avoir le 1er juin. On va toujours transplanter des betteraves au pied des concombres. Puis, on va souvent faire 1 ou 2 planches de carottes primeurs dans les tunnels. Les carottes primeurs, c'est avec le semoir 12 rangs, le semoir 6 rangs x2, avec les semences enrobées, comme j'expliquais hier. Fait que là, on essaie de maximiser notre espace en visant notre premier marché. Donc, tantôt, on a fait la planification, là, puis le premier panier, c'était le 16 juin. Ça, c'était pour les fins de l'exercice, mais chez nous, on a aussi un marché qui commence le 2 juin. Ce marché-là, on vise une production juste pour ce marché-là. Donc, les quantités sont moins grandes, mais on va avoir beaucoup de diversité. Betteraves, carottes, radis, navets, concombres, courgettes, tomates, si on a vraiment forcé la chose, salade, mesclun, tout ça, 1er juin quand même.
dans un climat froid comme celui du Québec. À l'automne, on va aussi forcer, on va les utiliser pour faire du mesclun, donc de mélange de bébé verdurette. Puis là, ça se prête vraiment bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on les sème, puis quand il commence à faire vraiment froid, moins 5, moins 10, moins 15, on les abrite avec un voile thermique, les plus épais celui-là, c'est un P40. Fait que l'idée, c'est que le jour, tu l'ouvres, tu laisses le soleil radier, la chaleur emmagasine, le sol emmagasine la chaleur, puis le soir, tu viens abriter tes cultures. Fait que d'autres, on va aller coucher les enfants, et après ça, on va aller coucher les lits de salade. Puis c'est incroyable, là. Ça, c'est des verdures qui peuvent prendre, tu sais, moins 3, moins 4. Ça rajoute un moins 2, moins 3. Puis le tunnel, lui, il rajoute un moins 4. Fait que là, on est rendu à moins 10, moins 12. Puis on a encore quelque chose qui est commercialisable. Ça, c'est des photos que j'ai prises au Vermont. Donc, c'est l'État américain juste au sud de chez moi. Eux, ils ont le double de mes prix. Quand vous dites que c'est cher chez nous, là. Puis en hiver, là, des fois, là, le mesclun, ils vont se vendre 15 $ la livre. Donc ça fait combien un kilo? Ça, c'est cher. Ça, c'est parce que là-bas, il y a une mode pour manger local de 40 km. Les autres, les gens sont prêts à mettre des sous. Ça a poussé les maraîchers à essayer de développer des systèmes basse technologie sans chauffage pour pousser la production. Donc lui, c'est assez ingénieux, c'est un rail. Donc là, à une personne seule, il est capable de dérouler son polythène qui rajoute une autre couche pendant le jour, pendant la nuit. Panoplie de choses qui se font à ce niveau-là. Nous, on a fait des expériences pour rallonger la saison jusqu'en janvier à la ferme avec des épinards. Les épinards, ils peuvent prendre moins 8. Gelés bord en bord. Ça dégèle le lendemain. Super belle, commercialisable. Mais il fait fret. Vraiment fret. Fait qu'on a laissé ces idées-là à d'autres. Puis nous, on fait d'autres choses pendant l'hiver. D'ailleurs, le livre d'Elliott Coleman, tout ce qu'il y a à dire sur comment faire pousser des légumes en hiver, dans un modèle intensif, dans un modèle comme celui de ma ferme, c'est dans ce livre-là. C'est un très bon livre. Moi, je vous le recommande fortement. Les insectes. Une question sur le prolongement de la saison. Est-ce qu'il y avait des choses pour vous qui étaient un petit peu nouvelles peut-être, ou c'était tout déjà vu pas mal de... Ce qui est intéressant, c'est de combiner toutes ces choses-là ensemble. Tunnel, mini-tunnel, polythène, couverture flottante. C'est là que je trouve qu'il y a des gains à faire. C'est de juste être imaginatif avec comment on peut combiner tout ça. Puis aussi avec la biologie des plantes qui résistent au froid. Les insectes. Fait que là, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que depuis hier, je vous raconte la ferme miraculeuse, là, magique, là, que tout va bien. Mais les insectes, c'est vraiment un gros problème. Puis ça s'empire à chaque année. Donc, des insectes qu'on n'avait pas là, quelques années, là, ils apparaissent. À chaque 2 ou 3 ans, là, il y a une nouvelle série d'insectes qui migrent vers chez nous avec son lot de défis. Souvent, on n'est pas préparé à faire face à ces insectes-là. Il y en a qui sont ronds aussi, quoi. Non, c'est ça qui est étrange. Ils restent tous. C'est moi celle-là. Ils déménagent avec... Mais, par exemple, on devient de mieux en mieux outillé pour faire face. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des dommages ou des pertes, là, on a pris des notes, on s'est informé, puis on s'est éduqué. Puis là, on doit toujours être je répète souvent, en amont, travailler en prévention. Donc, on a... ça, c'est un tableau que vous avez dans le jardin maraîcher. Pour chacun des problèmes qu'on a eus, on a déterminé des solutions. On les connaît à l'avance. Parce que quand que ça arrive, les problèmes, il est souvent trop tard. Donc, il faut que tu saches un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis, si on regarde les solutions qu'on privilégie, c'est souvent le filet anti-insectes. Parce que c'est efficace, c'est écologique, c'est durable. Ça peut durer longtemps, le filet. On utilise aussi du spinosable. Le nom commercial, c'est Entrost. C'est le plus fort des biopesticides qu'on utilise.
Puis la Pirette, Piganic, c'est le nom commercial aux États-Unis. Ça aussi, c'est assez fort. C'est des biopesticides. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont soit biodégradables, photodégradables, qui ne vont pas s'accumuler dans le sol ni dans l'eau. Ça tue au contact. C'est pas rémanent sur le plan. Mais c'est quand même les mêmes multinationales qui développent les gros pesticides dégueulasses qui font ceux-là. Donc, je pense qu'on peut se questionner sur quand ils nous disent qu'ils sont inoffensifs, c'est quand même toxique. Puis d'ailleurs, le meilleur exemple que j'ai à ça, c'est la roténone. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la roténone, mais pendant plusieurs années en Amérique, les jardiniers biologiques amateurs utilisaient la roténone. C'était vendu. Puis là, aujourd'hui, c'est prouvé cancérigène. Tu sais, est-ce que ceux qui utilisent une crosse aujourd'hui, dans 20 ans, ils vont avoir des petits bras qui vont nous pousser dans le fond, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, je suis sur mes gardes. Quand on fait une application, on est toujours bien vêtu comme ça. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais les biopesticides, c'est pas qu'on aime ça, mais c'est que si j'ai le choix entre perdre ma culture et utiliser le biopesticide, je vais l'utiliser le biopesticide. Parce qu'à un moment donné, comme je disais hier, nous, l'objectif, c'est d'en vivre. Donc, quand je perds ma culture, ça me coûte. Fait que je veux le prévenir. Tu vas interpréter pour le Je sais pas. Le BT, je pense pas qu'on utilise du BT contre les altises. Ça marche pas. L'altise, nous autres, on va utiliser le filet avec les arceaux, parce que sinon l'altise vient piquer à travers le filet. Et si jamais il y en a qui sont à l'intérieur du filet, parce que ça arrive, là, on va utiliser de la Pirette. Une fois, puis après ça, on va mettre le filet. Le meilleur outil qu'on a pour se prémunir contre les insectes, nous, c'est le réseau d'avertissement phytosanitaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un réseau de dépisteurs professionnels qui nous avertissent par courriel, par mail, de tous les insectes qui font leur apparition dans chaque région et les maladies. Donc ça nous permet de faire des corrélations beaucoup plus directes. Comme par exemple, si dans mon champ, ça donne que je vois ça sur mes plants de tomates, là, je vais aller dans mon livre, mais là, tu sais, des images comme ça, là, il y en a peut-être 20. Là. C'est dur de savoir c'est quoi. Mais si le RAP, lui, m'a envoyé une alerte la semaine d'avant qui me dit, je sais pas, moi, telle maladie est dans la tomate dans telle région, à cause de telle température qu'il fait, mais là, c'est beaucoup plus facile pour moi de corréler les choses. Quand je fais des dépistages, ben, quand je sais ce que je cherche, ça l'aide beaucoup. Fait que je ne sais pas si vous avez l'équivalent de ça ici. Oui. Ça vaut la peine de vous abonner à ça. Là. Nous autres, c'est gratuit en plus. C'est un bel outil à avoir. S'il y a un endroit, je trouve, où moi, le monde agronomique moderne, contemporain peut aider les petits maraîchers, c'est dans la lutte aux insectes. Parce que nous, on n'utilise aucune huile, aucun purin, toutes ces solutions-là qu'on voit dans les livres de jardinage, là, moi, je suis vraiment sceptique. À défaut de me faire lancer des tomates, là. Je veux vraiment quelque chose qui fonctionne. Je veux que ça soit prouvé, testé par un maraîcher, pas par un jardinier qui est dans sa cour et qui lui, s'il perd la culture, ça ne change rien dans sa vie. Là. Il a son salaire qui rentre pareil. Je veux que ça soit quelque chose qui est plus professionnel. Fait que eux, quand ils envoient des alertes, je sais que c'est sérieux. Puis je prends ça. J'ai lu, puis souvent il y a des descriptifs sur les insectes, des photos, tu cliques dessus, tu peux apprendre le cycle des insectes, tu peux aller mettre ça dans ton calendrier de production, etc. etc. Fait que les filets, ça demeure l'outil par excellence, mais ça fait qu'on a beaucoup de culture sous filet chez nous. Des fois, c'est un peu désolant, parce que là, tu te dis, non. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir avoir une grosse bulle qui vient couvrir la ferme. Mais bon, il y a aussi pas une école de pensée, mais j'ai souvent lu ça dans les livres de maraîchage ou de jardinage bio, puis Elliot Coleman aussi répète ça souvent que quand tu as des problèmes d'insectes, c'est parce que tu fais un mauvais travail au sol, ou ton plant il est mal nourri, etc.
moi, je suis vraiment sceptique avec cette réalité-là. Parce que chez nous, c'est jamais que le plan il se fait totalement ravager. Mais c'est que les clients au Québec, ils sont pas tolérants à avoir des légumes qui sont troués ou percés ou des vers piqués, des radis piqués, là. Ils veulent pas ça. Fait qu'il faut quand même contrer l'invasion. Puis moi, je suis entouré de maïs. La ferme, là, c'est du maïs à la grandeur. Fait que... Voilà. Je ne sais pas si c'est pas votre réalité chez vous, mais chez nous, ils sont là, les insectes. Je trouve que je fais beaucoup d'efforts pour avoir une belle structure de sol, une belle qualité, mais il m'en est pareil des insectes. C'est autre chose que du maïs. Bien, c'est sûr que si on avait de la biodiversité, on aurait plus d'auxiliaires. Mais moi, j'ai tout fait ce que je pouvais pour en avoir. J'installe des fleurs, j'ai des arbustes fruitiers, mais je suis sur 1 hectare. C'est une farce. Je pensais que tu étais à proximité Un jardin botanique? Non. Oui, le bois, mais ça prend des fleurs. Ça prend des prairies où est-ce que les prairies sont laissées à eux-mêmes. Ça, les agriculteurs au Québec, là, cette conception-là de juste laisser une prairie être une prairie, c'est ça. Bon, fait que, voilà. Fait qu'on en a des insectes, on fait face avec. Les filets, comme je vous dis, ça fait une grosse différence. On a 2 sortes de filets. On a des filets moustiquaires qui sont avec des mailles plus grosses, beaucoup plus résistantes, plus durables, mais qui, par exemple, on a un autre insecte qui s'appelle la cécidomie du chou-fleur. Ça, c'est une petite mouche qui vient piquer l'apex du plant, puis le plant se déforme. Puis on ne connaît pas son cycle. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Puis quand elle vient, une mouche peut piquer tout le champ. Fait que là, maintenant, nos crucifères sont sous filet. D'autres cultures comme les poivrons, eux, ils se font piquer par la punaise terne. Je vous l'ai dit, là, c'est le petit insecte qui vient piquer la fleur, puis là, ça fait que tu as des super beaux plants de poivrons, mais tu n'as jamais de poivrons. Là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. D'autres, on sait qu'eux autres, ils sortent du champ du voisin quand ils fauchent. Fait que là, on vient mettre un filet à ce moment-là, mais vu que c'est tutoré, on met des balles de tennis comme ça pour ne pas les briser, les filets. Les cerfs moustiquaires, pour empêcher la fameuse chrysomèle que vous ne connaissez pas, chanceux, de ne pas rentrer dans nos contombes de cerf. Très efficace. On a même un sas pour empêcher que quand on ouvre les portes, avec l'insecte rentre. Fait que, mais tu sais, tout ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai bien des amis maraîchers qui font pas ça, mais ils ont de la perte. Mais moi, j'en veux pas de perte. Je veux 0 perte, jamais. Je veux de la production optimale. Je prends tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Vu que je fais une surface, c'est pas des grosses dépenses. Tu sais, ça va coûter peut-être 500 $ d'installer ça. Ça a des pressions? À dépression? Oui, c'était ça le concept, mais ça n'a pas marché. Il y a 2 portes. Okay? Fait que, comment ça marche présentement, c'est que j'ouvre une porte, je ferme la porte, puis là c'est blanc. Fait que je suis capable de voir ma crise est jaune. Je suis capable d'aller là. Si elle n'est pas là, j'ouvre l'autre porte. Et au début, on voulait qu'il y ait une pression qui fasse que quand on ouvre la porte, fait que là, on a mis une soufflerie à serre à l'intérieur, puis là, c'est tout gonflé, tu as l'impression que ça veut s'envoler. Mais quand on ouvre la porte, ça fait. Ça n'a pas fonctionné encore comme dans les salles professionnelles, parce que là, on est vraiment des ventilateurs. Est-ce que tu vérifies autour de ta pression réelle d'insectes avec des balles jaunes, là où le piège on en a des pièges. Les pièges, les collants, ça marche pas beaucoup, un peu. Pour toi vérifier, surtout pour toi voir quand il y a... Oui, on en met. Mais j'ai pas besoin du tape pour savoir que la chrysomèle est là, parce qu'après un temps, les plantes commencent toutes à mourir. Parce qu'elle transmet un virus. Fait que tout ça, c'est juste pour la chrysomèle. Les phéromones, ça serait super intéressant. Mais il faut les développer, les phéromones, pour chaque insecte. Ça, c'est pas moi qui va faire ça. Mais moi, je pense que ça, c'est vraiment l'avenir, d'attirer l'insecte en quelque part. J'imagine, souvent, vous avez ça ici, on voit ça dans les films américains, c'est des lampes mauves, là, les mouches qui vont là-dessus, puis ils se brûlent, là, mais on peut mettre les phéromones là-dedans, puis tous les insectes qui iraient là. Fait que c'est ça pour les insectes. J'en raconte pas plus. Je réponds à ta question. Oui? Certaines cultures demandent d'être pollinisées. Oui. Comment fais-tu?
Quand elles sont sous ticket, Courge d'hiver, courgette, pinceau, promène, pollinise la fleur. pas de rouge de bourdeau. Ou ça. Mais là, on avait juste un plan. Ça, c'est des plants auto-pollinisés et tonton qui punit. Ben là, ils sont déjà dans une année. Avec un pinceau, je les ai pollinisés une fois ou deux. Ça a été suffisant. Mais oui, je pourrais acheter des bourdons et les mettre à l'intérieur. Avec la chrysomèle à l'extérieur, c'est la même chose. C'est un problème parce que là, c'est juste un rang. Je vais avec le pinceau, mais quand j'ai 7 planches, je vais pas avec le pinceau en champ. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que là, je l'ouvre puis je laisse la culture se faire attaquer. Là, les plants sont déjà bien en forme. Puis les chrysomèles, ils viennent se loger à l'intérieur de la fleur. Je passe avec une torche le matin puis je les brûle quand ils sont dans la fleur. J'en tue 6-7 par plant. Puis comme ça, je réussis à garder la population assez basse pour la chrysomèle. Chaque insecte a sa propre histoire. Mais il y a toujours une solution. Puis il y a toujours quelqu'un quelque part qui a trouvé une solution. Ce qui m'amène avant la pause, à peut-être juste vous dire que depuis toutes les années que je fais ça, ce que j'ai trouvé qui a été le plus gros facteur d'innovation, le fait que nous, on a progressé, ça a été les rencontres qu'on fait à chaque année avec notre réseau de producteurs, de ma gang, là, j'appelle, où est-ce qu'on échange le bon coup et le mauvais coup de l'année. Fait que là, on est une vingtaine, on est assis en cercle. C'est limité à du monde qui sont vraiment en production, on se connaît. Puis là, un à tour de l'autre, on dit, moi, cette année, j'ai mis un sas, ça a réglé mon problème avec les chrysomèles. Ça, c'est mon bon coup. Mon mauvais coup, c'est que j'ai de la pourriture apicale dans les poivrons, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu un tiers de ma récolte, etc. Puis là, quelqu'un d'autre entend ça, puis dit, ah, moi, ce problème-là, je l'ai réglé de cette façon-là. Ah, lui, il dit, ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oups, ça prend pas long qu'on a trouvé des solutions là, qui sont locales. Puis quand on fait ça à chaque année, bien, à chaque année, on améliore une chose. Puis ce qu'on dit, bien, ça partage aux autres aussi. Fait que nous, on a fait ça pendant plusieurs années. Puis on continue à le faire aujourd'hui, puis ça aide beaucoup là. C'est un peu difficile pour moi parce que tous mes amis ont devenu des grosses fermes maintenant. Puis là, moi, quand j'ai des problèmes, c'est toujours à une autre échelle. Là. Mais voilà. Fait que moi, je vous encourage à organiser ce genre de regroupement-là. Parlant de ça, je propose qu'on fasse la plénière maintenant. Puis après ça, on pourra voir la mise en marché, d'autres questions. Questions? Non, c'est oui et non. Est-ce que tu n'as jamais pensé pour certains insectes qui passent l'hiver dans le sol, etc., au printemps, à mettre les poules, parce que j'ai beaucoup fait un poulailler et clôturer... Parce que les poules, ils mangent aussi les légumes. Oui, mais pour le désherbage de printemps, quoi. Enfin, pour le... Avant que tu n'aies semé. Ouais, un bloc fait 30 mètres par 10 mètres, 8 mètres. Ça prendrait 300 poules. Puis au Québec, on a un règlement qui empêche les gens d'avoir plus que 100 poules. Tu n'as pas le droit légalement d'avoir plus que 100 poules. Puis tu n'as pas le droit d'avoir une vache laitière. Oui. Je voudrais juste dire que pour ceux qui ne savent pas, il y a une liste maraîcher qui tourne sur Internet, qui est réservée aux maraîchers. On fait une ou deux réunions. Ça, c'est un super beau forum aussi. D'ailleurs, je serais intéressé d'aller voir dedans ce qu'il dit des fois. Mais Laurent, il est là, Laurent. Ouais. C'est lui qui l'a créé. C'est une bonne idée. Ouais. On a ce forum-là. Ça finit par exemple que là, on est 250 sur le forum. Puis les boîtes de courriel, là, ça se remplit vite. Puis il y a souvent aussi des râleurs sur ces forums-là. On dirait que c'est toujours eux qui ont le crachoir. Mais bon, ça, c'est correct. Mais des fois, ça peut vraiment être constructif. Puis d'autres fois, tu les lis tout le temps. Puis tu dis pour eux autres, pour eux, c'est un exutoire. Puis ça devient tannant aussi. Quand on fait des échanges entre nous, ben, à la limite, quand quelqu'un est désagréable tout le temps, ben, on ne les aide plus. Ça arrive pas. Bon, Laurent, tu ne donnes pas l'adresse au râleur. Fait qu'on fait comme hier. Est-ce que c'est les mêmes groupes ou vous voulez changer? Libre à vous. Peut-être prendre une bonne demi-heure, 45 minutes. En théorie, là, j'ai fini de présenter mes affaires.
Fait que c'est de revoir encore aujourd'hui qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que les connexions, qu'est-ce que ça vous a apporté. Y a-t-il des choses qui vous font évoluer? Là, je pense que ça serait plus le temps de faire une introspection que de dire « Ah, j'aurais aimé ça voir ci, puis ça, puis ci, puis ça », parce que bon, c'est le temps qu'on avait ensemble. Puis voilà. Le PRF, tu vas pas en parler? Ouais, on en parlait après. Ah, c'était noté. Ça va? Ok. Une équipe par ici. Un après l'autre, Aussi un peu. qui était spécialisé dans cette thématique. Le taux de participation est extrêmement variable parce qu'il s'agit d'inclure pendant une semaine et qu'il fait beau la journée pour le Je pense qu'on va demander une évaluation pour la remplie, elle est très simple. Prenez le temps, s'il vous plaît. Donc, on vous a demandé de remplir une évaluation, prenez le temps de la remplir et de nous la redonner. Jean-Martin va envoyer directement, puisqu'il y a des personnes qui veulent partir directement à 16h30. Et on aura le restant de la plénière, le debriefing de la plénière juste après. Et Moi, j'aurais aimé ça vous demander aussi s'il y en a parmi vous qui écrivent le formulaire d'évaluation. Moi, ce que j'apprécierais, ça serait que quand vous le faites, vous me donniez une note de 0 à 10 en tant que formateur. Et que si c'est pas 10, de décrire qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça soit 10 pour vous. C'est ça, moi je suis capable de lire ça et de voir comment je peux améliorer les choses. Fait qu'on m'a demandé de présenter différentes affaires. Donc, on va parler de nos kiosques à la ferme, dans les marchés. Donc ça, c'est le photo du premier marché qu'on a fait quand on a commencé la ferme, l'année où on faisait 30 paniers. Mon garçon a maintenant 10 ans. La photo il est là comme ça. Alors, c'est sûr que moi, je vous ai présenté depuis hier des chiffres, des photos, des affaires qui sont un peu dans l'optimal. Pour quelqu'un qui n'est pas en production, qui est en production depuis moins de 5 ans, ça peut paraître utopiste ou je sais pas quoi, mais en tout cas, sachez qu'on n'a pas commencé comme ça. On s'est rendu où on est aujourd'hui. À chaque année, on a bâti, on a amélioré nos affaires, on a raffiné. Puis à marteler un peu le même message, une des clés de notre succès, c'est qu'on est resté petit. Au lieu de prendre toujours de l'expansion en grossissant vers l'extérieur, on s'est concentré à améliorer chacune des petites choses sur notre ferme depuis tout le temps. Ça fait qu'aujourd'hui, on est assez performant dans ce qu'on fait. Ça peut être une source d'inspiration pour certains. Il y en a d'autres qui vont préférer assurément avoir développé des systèmes plus extensifs, avoir des fermes avec des plus gros volumes de production. Libre à chacun. Ce modèle-là existe. Ça peut être une bonne chose de le savoir. Fait qu'on a commencé vraiment comme ça. À cette époque-là, comme je vous avais dit, Maud Hélène, elle mettait les graines à la main. Fait qu'on arrive de loin. Ça, c'est une photo de nos marchés plus récents. Donc ça, c'est le samedi matin au Lac-Brome. Ça commence à 8h, à 9h officiellement. À 8h, il y a une file. Puis à 7h, on arrive, puis on met le kiosque. On remplit notre camion complètement avec des légumes. Puis on va utiliser les caisses pour faire les étalages, parce qu'on n'a pas de place pour avoir des caisses pour en plus faire les étalages. C'est vraiment
Quelqu'un pourrait me dire on pourrait acheter un plus gros camion, mais on aime ça et petit. On aime un petit camion. Mais il n'est pas si petit, c'est un camion 8 tonnes. Et sur la vidéo ici, on voit un peu ce que ça a l'air dans le feu de l'action. Fait une belle présentation, c'est dynamique. Les légumes sont lavés. Les gens, ils prennent ça à poignée. C'est incroyable. C'est juste un petit aperçu. On peut voir là-dedans, puis ce que peut-être ça le traduit, c'est qu'il y a vraiment un engouement pour ça. C'est ça qui me fait penser qu'on ne peut pas se tromper de démarrer des projets de ferme. Une fois que les gens ont goûté à ça, une fois que les gens ils sont arrivés à cette conscience-là, puis il y a ce genre de service-là, ils ne peuvent plus retourner au supermarché. Là. Ça, pour eux, c'est un événement marquant dans leur semaine, dans leur année. Les gens, quand on recommence le marché au début de juin, là, ils n'en peuvent plus. Là. Ils sont trop contents. Ça me rend totalement confiant de dire c'est pas une question qu'il va manquer de place, qu'il peut y avoir trop de petits maraîchers. Les épiceries sont pleines à craquer. Il faut juste créer des marchés. Puis botter le cul aux revendeurs, les sortir de là. Ils n'ont pas le droit de vendre ici, c'est des marchés fermiers. Il peut y avoir des groupes qui font ce travail-là pour vous. Ça, c'est vraiment important. Donc, les fermiers, on est déjà occupés à produire. Ça peut être très intéressant de mobiliser, je ne sais pas, Nature et Progrès, de dire, vous, là, poussez donc ces idées-là de créer des marchés, développer les paniers, etc. En tout cas, je peux vous donner des petits trucs, là. Une des recettes gagnantes, c'est de faire les piles de légumes les plus hautes possibles. Idéalement, là, à ma hauteur sur la table, ça va me dépasser. Puis ça fait un effet incroyable. L'autre chose qu'on a toujours remarqué, puis ça, vous allez vraiment me trouver anti-écolo, mais au Québec et en Amérique, on utilise juste des sacs de plastique. C'est vraiment terrible, je le sais, mais c'est comme ça. Donc encore là, c'est pas à moi d'engendrer tout ce changement. Je ne vais pas changer tout le monde comment il fonctionne. Là. Je vous parle dans la réalité. Fait qu'on utilise des sacs de plastique. Mais bref, ce que je voulais vous dire, là, j'ai un peu honte, mais bon, c'est que plus le sac est gonflé avec de l'air, plus ça vend. Fait que, je suis sûr que c'est la même chose. Faites le test. Un sac pas soufflé, un sac soufflé, on achète le soufflé. Fait qu'il y a beaucoup de trucs dans la présentation dans l'image. Les gars, c'était déjà 8. Déjà, Bien évidemment, le logo de la ferme, toujours présent. Je vous le dis, là, il faut. C'est des trucs de marketing, mais il faut que le logo soit présent. Belle présentation à la ferme. Si ce n'est pas vous qui êtes là, assurez-vous que c'est quelqu'un qui travaille chez vous, qui connaît le produit, qui sait de quoi il parle. Il faut éviter d'avoir quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Les gens, ils sont sensibles à ça. Donc voilà. Puis, comme je vous dis, les piles les plus hautes possibles, mélanger les couleurs. Ça, même que nous, souvent, on va faire des carottes de différents cultivars sur la planche pour avoir les couleurs déjà mélangées dans le paquet. Tout est pensé en fonction de à quoi ça ressemble. Ça fait une grosse différence. Pour vous donner une idée, nous autres, un samedi matin, un bon marché, là, c'est 3 000 $ de vente. Ça veut dire que moi et mon élève, on n'a pas arrêté là, de 7h30 jusqu'à 1h. Puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire les piles puis remplir le kiosque. Fait ça c'est le top. On a commencé, on faisait 500 $, on était excités. Après ça, on est monté à 800, on était excités à 1000, on était excités à 1500, on était excités à 2000, wow! 3000. Cette année, on a monté le prix de nos légumes. Ça faisait 7 ans qu'on vendait nos bottes 2,50, mais on les vend 3. Puis, il n'y a pas de gêne parce que le prix de tout augmente. Fait que moi, à un moment donné, les prix augmentent aussi. L'affaire qu'on fait, nous, qui est bien différent de ce que j'ai vu en Europe, c'est que on n'a pas de caisse. Donc, les gens,
ils prennent les légumes dans leurs mains, puis là, moi, je compte avec eux, elle va prendre une botte, je vais dire c'est 2,50, elle va prendre un concombre, je vais dire c'est 2 $. Vous êtes à 4,50. Là, elle va prendre les tomates, elle va les peser, je vais dire c'est 5 $. Vous êtes à 9,50. Puis là, on fait son panier avec elle, puis à la fin, elle me donne le cash. Moi, je lui donne son change. Les prix sont affichés, soit comme ça, soit avec un tableau, mais elle n'a pas de ticket à la fin. C'est probablement illégal, ça, ici. Mais puis la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que la raison pourquoi mes prix, c'est comme mes prix vont être 2 $, 2,50 ou 3 pour faciliter le calcul, parce que sinon, ça ne finit plus. Puis les 10 cents, puis les 5 cents, ça fait longtemps que ça n'a pas de valeur. Fait que voilà, c'est toutes des choses pour que ça aille plus rapidement. Dans le fond, le client, lui, veut que ça aille rapidement. Il y a souvent une file de 3-4 personnes qui attendent. Les gens sont super stressés quand c'est leur tour, là, parce que là, ils sentent la pression de tout le monde. Pour les paniers, on fonctionne différemment. Hein. Au début, quand on a commencé, on faisait des paniers comme ça. Donc, c'était des boîtes standards à zucchini. On a toujours eu juste un format de panier. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour nous. Puis là, on s'est dit, tant pis pour eux. Si ça ne fait pas l'affaire, ils trouveront d'autres fermiers de famille, mais pour nous, ça simplifie la tâche. Puis ça fait 10 ans, là, on n'a jamais changé la formule, donc je ne pense pas qu'on va la changer. Donc, un format de panier, puis le travail consistait à faire en sorte que tout rentre dans le bois. À un moment donné, on a eu une réflexion sur ça. On perdait quand même presque une demi-journée à faire les paniers. Puis en plus, on a analysé la séquence. Là, on se disait, on prend les légumes du jardin, on les amène dans la salle de conditionnement, on les réfrigère. Là, le lendemain, Maud Hélène sort tous les légumes encore, elle fait les paniers, puis là, elle les amène au camion. Puis là, on s'est dit, voilà, il y a beaucoup de manipulation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On lave les légumes, on rentre les légumes en dedans, on les lave, on les réfrigère, puis on amène les caisses directement au point de chute, puis on les met sur une table comme ça, puis là, les gens font eux-mêmes l'assemblage des paniers. Ça nous a sauvé une grosse demi-journée de travail. Tu sais, quand je parle d'une semaine, là, je vous entendais un peu, là, j'entendais, je l'ai caché. Le 8 à 5, ça a l'air de vous frapper, là. Mais tu sais, il y a plein de choses qu'on a faites avec le temps pour réduire toutes les pertes de temps. Ça en est un gros, là. Au lieu que nous, faire 150 paniers, il y a 150 personnes qui font leur propre panier. C'est logique. Puis on a remarqué aussi que les gens aimaient mieux ça, parce qu'il y avait l'impression qu'ils choisissaient ce qu'il y avait dans leur panier. Puis quand on fait des paniers, l'impression fait foi de tout. Mais vous fonctionnez à la pièce alors, pas au poids. Pas au poids. C'est rare au poids. Si c'est au poids, on va mettre 2 balances. Puis là, les gens vont... et souvent, on va préférer, mettons que c'est des pommes de terre, on va faire, nous, les sacs de 2 kilos. Puis là, les gens, ils vont faire ça. Fait que des fois, on a un petit peu de manipulation. Des fois, on va amener les balances. Ça dépend. Tu as modifié ton prix quand tu as fait la transition vers le... Non, je n'ai pas modifié mon prix. C'était la même chose. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est ça. Pour parler des impressions, un autre exemple. Les gens, sur 22 semaines, nous, on calcule à chaque semaine qu'est-ce qu'on leur met dans le panier. Donc, on a la valeur totale qu'on leur donne à chaque semaine, puis à la fin de l'année. Eux autres, ils payent chez nous, c'est 545 pour 22 semaines de livraison. Okay? Ça fait une moyenne d'environ 26-27 $. Nous, on s'engage à leur donner 10 % de plus. Puis s'il y a une mauvaise année, ils vont avoir ce qu'ils ont payé pour. Fait que le 10 % de plus, c'est notre façon à nous de les remercier, de prépayer le panier, de partager le risque avec nous. Mais c'est ça. Fait qu'on sait exactement ce qu'il y a dans les paniers. Puis à la fin de l'année, ça arrive souvent qu'on leur a donné pour 650, 700 $ de légumes. Puis on faisait des sondages, puis les gens nous disaient « Ah ouais, il me semble cette année, il n'y a pas eu beaucoup de tomates, ou il n'y a pas eu beaucoup de ci, puis il n'y a pas eu beaucoup de ça. » On disait « Ah quoi, on vous en a donné, vous en a donné. » Les gens, ils se rappellent les 3 derniers paniers, c'est tout. Le reste, là, ils ne s'en souviennent plus. Fait que si vos 3 derniers paniers sont beaux, vous allez avoir des beaux résultats dans votre sondage. Si les 3 derniers paniers ne sont pas beaux, vous allez avoir une saison misérable. Fait que là, maintenant, les autres, les derniers paniers, là, sont hauts. Puis aussi, les partenaires, à la fin de la saison, souvent, on a des formulaires avec nous, on essaie de les faire signer
et payer pour l'année d'après. Il y en a qui disent oui. Comme ça nous assure d'avoir quand même un bon roulement. Là, nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Nos clients, il y en a que ça fait 8-9 ans qu'on a. On a moins de renouvellement qu'au début. Tu sais, les gens qui sont là, ils sont assez contents, ils aiment ça. Tu sais, les gens qui n'aiment pas la formule, ils sont partis avec le temps. Fait qu'on a un monde assez stable. Mais maintenant, ça, il y a toujours un 15% qui ne renouvelle pas, qu'il faut renouveler ailleurs. Fait que ça, c'est pas mal commun. Puis souvent, sur d'autres fermes, même si la qualité est là, ça peut être 20, 30, 40%. Les circonstances, les endéménages, etc. Ça vous prend combien de temps alors disons, quand vous arrivez sur le point de chute, vous restez combien de temps là? C'est Maud Hélène qui fait le point de chute. Elle arrive à 4 heures. À 4h30, tout est déchargé. Souvent, il y a des partenaires qui viennent l'aider. À 6h30, elle s'en va. Elle reste 2 heures et elle passe 100 familles en 2 heures. Il y a d'autres fermes qui sont là 4 heures de temps. Donc, ils vont enlever à 2 heures et ils vont rester là jusqu'à 6 heures. Plus tu laisses une fenêtre de temps longue, plus les gens vont venir sur longtemps. Fait qu'à un moment donné, nous, par souci d'efficacité, on s'est dit, on vous donne 2 heures. Ça fait pas votre affaire, tant pis. Ceux qui ne viennent pas se laisser se chauffer de l'arbre. Puis là, ça semble un peu draconien, mon affaire. Là, mais à un moment donné, il faut se les mettre, ses limites. T'sais. Nous autres, là, on est là à glander 4 heures dans un parc quand on a plein de travail à la ferme. On a expliqué ça aux gens. On leur dit, nous, là, c'est 2 heures. Est-ce que c'est possible pour vous? Puis, à la limite, si c'est pas possible, les gens peuvent nous appeler, puis Maud Hélène, elle va rester si la personne est prise dans le trafic, etc. Ça se fait. Pour les plus bels exemples de familles que j'ai vus, par exemple, c'était en France, en Provence. C'était vraiment bien. Le maraîcher, il arrivait avec son camion. Là, il faisait plus rien. Les partenaires sortaient toutes les boîtes, faisaient le kiosque, faisaient l'assemblage. Puis là, lui, il prenait l'apéro avec tout. C'est pas comme ça. Fait que là, on voit les sacs préfets.